Merci beaucoup. Bonjour à tout le monde. Je remercie beaucoup Eric et tout le bureau de la coordination d'avoir organisé cette journée et de m'avoir invité, parce qu'effectivement, on ne pensait pas être autant dans l'actualité. Enfin si, on pensait qu'on était quasiment sûr d'être dans l'actualité. Dans une actualité soit réelle, avec un texte sur l'euthanasie ou le suicide assisté qui serait passé, soit dans une actualité hypothétique, avec un texte sur l'euthanasie ou le suicide assisté qui peut encore être rédigé. Et effectivement, le week-end avant-dernier et ce week-end, et pendant 2 week-ends, vont se réunir des jurys citoyens, enfin un jury citoyen, composé par 20 personnes et qui va réfléchir autour de cette question de la fin de vie. C'est un débat qui est récurrent, ce débat sur l'euthanasie, sur le suicide assisté, et qui a pris toute son actualité, toute sa pertinence depuis 1 an, parce qu'il y a eu la fin du programme 2008-2012 sur les soins palliatifs, et vous avez tous été très vigilants au fait qu'au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas de suite à ce programme, qu'il y a eu la mission SICAR, qu'il y a eu l'avis 121 du CCNE et les débats citoyens en cours. J'essaierai avec vous de retracer un petit peu cette année et de voir les perspectives politiques qui pourraient en découler, mais je vous informe immédiatement que je n'ai pas de boule de cristal et que je ne sais absolument pas de quoi demain peut être fait. Au début de ma présentation, je vais essayer avec vous d'abord de faire un pas de côté. On plonge souvent dans ces questions directement par des situations médiatiques ou par des situations catastrophiques et on oublie parfois de prendre un petit pas de recul et de regarder les enjeux qui intéressent cette question de l'euthanasie et du suicide assisté. Dans un deuxième temps, j'évoquerai avec vous l'expérience de la Belgique, qui est une rencontre que j'ai faite avec mes collègues belges. Puis, je déclinerai quelques propos sur le suicide assisté avant d'en terminer par les pistes d'ouverture et les propositions que nous pourrions faire, nous, soignants, pour continuer à prendre en charge des patients en fin de vie et développer une véritable politique de la fin de vie en France. Il me semble que cette question du suicide assisté, cette question de l'euthanasie, a trait avec un rapport à la complexité des situations que nous avons à prendre en charge. Nous avons, nous et la société, un rapport à la médecine qui devient un peu original, c'est-à-dire que nous avons aujourd'hui une médecine de plus en plus puissante et nous avons une attente sociétale majeure vis-à-vis des progrès de la médecine. On parle toujours de l'acharnement thérapeutique, mais l'acharnement thérapeutique est un lien entre une médecine qui est en capacité de le fournir et une société qui le demande. Et les conséquences, c'est qu'on arrive aujourd'hui, en tant que professionnel de santé, à créer des situations d'une complexité inégalée que nul autre professionnel de santé n'a eu à gérer auparavant. Le deuxième élément très général, c'est le rapport à la mort. Aujourd'hui, je ne vais pas vous faire tout un cours pour vous montrer que la mort est déniée, qu'on met en valeur plutôt l'autonomie, et paradoxalement, il y a une médicalisation de la mort. Et les soins palliatifs ont probablement été soit un symptôme, soit ont participé de cette médicalisation de la mort qui en devient même une spécialité. Oui, aujourd'hui, la mort est tellement reculée qu'elle est à l'hôpital et encore mieux, qu'elle est confiée à des spécialistes. Enfin, je trouve que nous avons un rapport à la loi qui est particulier, probablement le professeur Labbé nous en dira plus tout à l'heure. On a l'impression que la loi devrait répondre à tous nos problèmes, encore mieux si nos problèmes sont complexes et qu'on n'y trouve pas nous-mêmes, soignants, de solutions. Mais au lieu de se battre sur faut-il ou pas dépénaliser l'euthanasie, sommes-nous pour, sommes-nous contre, et de rentrer dans un débat binaire, il me semble aussi intéressant de regarder ce qui nous rassemble autour de cette question, ce que nous partageons et ce que nous ne partageons pas. Ce que nous partageons d'abord, c'est une subjectivité. Autour de cette question, nul ne peut dire être objectif. Je ne suis pas objectif aujourd'hui quand je vous parle de cette question parce que je suis traversé par mon histoire personnelle, par mon histoire professionnelle. Et donc, la première chose à intégrer, c'est que lorsqu'on évoque cette question, on évoque d'abord son histoire personnelle. Et je pense que les jurys citoyens qui sont réunis vont s'apercevoir combien leur histoire personnelle marque la réflexion, mais combien il est important aussi d'arriver à prendre de la distance avec cette histoire. Nous sommes tous d'accord pour refuser l'acharnement thérapeutique. J'espère que nous sommes tous d'accord pour refuser de souffrir et que le fait de donner une place centrale aux patients dans les décisions qui le concernent est un objectif que nous partageons.
Enfin, les partisans ou les opposants à une dépénalisation de l'euthanasie ou du suicide assisté justifient également et plaident pour un développement des soins palliatifs. Donc ça, j'ai envie de dire, ce sont des points sur lesquels on se retrouve. Et puis, il y a des points de divergence. Un premier point de divergence, c'est la sémantique. Euthanasie passive, active, directe, indirecte, suicide assisté, aide active à mourir, limitation de traitement. Est-ce que nous mettons vraiment la même chose derrière ces mots? Et il est tellement facile de parasiter le débat en utilisant un mot à la place d'un autre ou en agissant sur la confusion de la sémantique. Et alors, le mot dignité, qui peut se prévaloir de ce mot? Aujourd'hui, il est mis en avant, partout. Tout le monde est pour mourir dans la dignité. Est-ce qu'on peut entendre que l'on peut mourir dans la dignité parce qu'on souhaite mourir sans souffrir, accompagné de ses proches dans le lieu que l'on souhaite? C'est aussi ça, mourir dans la dignité. On voit donc qu'autour de cette sémantique, il y a des véritables divergences et qu'il faut se méfier pour que les mots utilisés ne prêtent pas encore plus confusion au débat. Il y a également des points de divergence entre ce que j'appellerais un intérêt individuel et collectif. On voit qu'une certaine personne met en avant un principe de liberté. Et puis probablement que nous, soignants, sommes un peu plus attentifs, de par notre métier, à cette notion de solidarité avec les personnes les plus vulnérables. La vulnérabilité, nous y sommes confrontés en permanence aux urgences, dans les services de soins avec les personnes que nous accompagnons. Sur le concept d'autonomie, on pourrait aussi donner nos points de divergence entre considérer que l'autonomie est une liberté absolue, que l'on serait capable de mettre en avant et de dire que tous les patients seraient autonomes et qu'ils pourraient décider de tout. On voit, nous, dans notre pratique soignante, que cette autonomie que nous respectons et qu'il faut respecter est quand même en lien et à intégrer dans des éléments contextuels et relationnels, faits de choix, faits de souffrance et faits d'influence. Nous avons également, et probablement que Donatien Mallet en parlera tout à l'heure, un regard très différent entre une éthique du résultat et une éthique de l'intention. Certes, on me dit dans les débats, très souvent, oui, mais à la fin, la personne, elle est décédée, donc qu'est-ce que ça change? Effectivement, la personne qui me dit ça, elle a raison, elle y croit, mais moi j'y crois tout autant quand je lui dis, mais mon intention n'est pas la même et je suis désolé de vous dire que c'est mon intention qui guide mon acte plus que le résultat. Enfin, sur la fonction de la médecine, nous avons des points de divergence. Pour certains, la médecine pourrait être de donner la mort, pour d'autres, absolument pas. J'ose affirmer que pour moi, le repère médical est extrêmement fort, pas d'acharnement thérapeutique, interdiction absolue de donner la mort et soulager. Actuellement, il y a un débat au Canada sur le fait que donner la mort pourrait relever du soin. On voit donc qu'il s'agit d'une vraie question à laquelle il faut qu'on soit extrêmement vigilant pour affirmer qu'en aucun cas, donner la mort ne peut être un soin. Il me semble intéressant d'évoquer ces pistes de divergence et ces pistes de convergence, car lorsqu'on anime un débat, lorsqu'on échange sur cette question, il me semble plus facile, plus judicieux et plus constructif de réfléchir autour de ces points sur lesquels nous sommes d'accord et sur lesquels nous ne sommes pas d'accord, plutôt que de se battre en disant « est-ce que je suis pour, est-ce que je suis contre ?» Il ne me semble pas que la solution passera par une réponse binaire, mais passera plus par une réflexion autour de ces points qui font tension. Alors, petit élément sur le rapport Sicard. 5 petits points sur l'analyse du rapport Sicard. Il a mis en évidence une diffusion insuffisante et trop tardive des soins palliatifs, nous sommes parfaitement d'accord. Il a dit que la loi Leonetti était méconnue, sans visibilité, mal et non appliquée, ce qui fait que quand 86% des Français demandent à dépénaliser l'euthanasie, la première réponse, la première justification donnée est la crainte de l'acharnement thérapeutique. C'est-à-dire que la première justification donnée dans les débats pour dépénaliser l'euthanasie ou le suicide assisté, c'est d'abord la non-application de la loi actuelle. L'insuffisance de la formation en soins palliatifs. Voilà un scandale. Aujourd'hui, comment arrivons-nous à former les jeunes? Comment arrivons-nous à former les personnes qui finalement s'occuperont de nous plus tard? Nous avons intérêt à y mettre beaucoup d'énergie, nous sommes quand même les premiers concernés. Mais ce qu'a noté le rapport Sicard, c'est 2 éléments, me semble-t-il, relativement nouveaux, c'est-à-dire une inquiétude et une perte de confiance des citoyens vis-à-vis de la médecine. Et ça, pour moi, ça a été un point fort. Pourquoi aujourd'hui y a-t-il une défiance vis-à-vis des conditions du mourir en France?
Parce qu'il est certain que les exemples qui nous sont parfois donnés montrent une incompétence soignante. Et il ne faudrait quand même pas qu'une dépénalisation de l'euthanasie ou du suicide assisté soit légitimée par notre propre incompétence. Enfin, il ne faut pas nier que dans le rapport Sicard, il y a exprimé un désir de modification législative pour arriver à mieux maîtriser la fin de sa vie. C'est à entendre. On ne peut pas rester enfermé dans notre bulle en disant que tout est figé, que toutes les lois sont figées et qu'il ne faudrait avoir aucune modification. On peut sûrement réfléchir à un certain nombre de modifications législatives sur les directives anticipées, sur la personne de confiance, sur un certain nombre d'éléments qui permettraient à la personne d'être mieux entendue et mieux écoutée. Il y va sûrement d'une volonté soignante, il y va aussi, tout aussi certainement, d'une volonté politique d'informer sur la loi. Je rappellerai simplement cette histoire de Reims, malencontreuse, où un homme dans le coma est au centre d'un déchirement familial. Et qu'au drame humain s'est surajouté un drame familial. Ce jeune homme n'avait pas désigné de personne de confiance. Ce jeune homme n'a pas écrit de directive anticipée. Et aujourd'hui, c'est sa famille qui se déchire sur les avis à donner aux médecins pour prendre les moins mauvaises décisions les concernant. Qu'en est-il de la volonté politique de clairement informer nos concitoyens sur les droits qu'ils ont lorsqu'ils sont en fin de vie? Mais c'est aussi de notre responsabilité que d'arriver à bien expliquer ces dispositifs. Ce n'est pas simple d'expliquer les dispositifs des directives anticipées, ce n'est pas simple non plus d'expliquer le dispositif des personnes de confiance. En France, aujourd'hui, nous sommes dans le cadre de la loi Leonetti. Ce que je vais vous expliquer là, c'est l'expérience que j'ai vécue de quelques jours auprès de mes collègues belges. J'ai voulu voir avec eux ce qu'il en était 10 ans après. Il n'y a pas de raison que si la loi est modifiée en France, dans 10 ans, nous ne fassions pas comme nos collègues belges. Qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu des dérives dans l'application. Ces dérives, elles sont connues. Il y a des publications qui expriment que 50% des euthanasies ne sont pas déclarées. Des publications qui expliquent que dans 20 à 40% des cas, nous ne sommes pas sûrs que la personne ait réellement demandé à être euthanasiée. Et puis, le rôle de la commission, le rôle d'une commission a posteriori est totalement inefficace. Puisqu'en 10 ans, la commission n'a jamais poursuivi une seule personne, un seul dossier. On voit là les limites du contrôle a posteriori. Et on voit là l'aspect effrayant d'un pouvoir médical renforcé, puisque en Belgique, c'est le médecin qui analyse la situation médicale, qui regarde les critères, qui fait donc l'expertise. C'est le médecin, certes avec un deuxième avis, qui va décider, et c'est le médecin qui va faire l'acte. C'est-à-dire qu'a été donné au pouvoir d'un médecin, un seul et même homme, le pouvoir d'expertise, le pouvoir de décision et le pouvoir de faire l'acte, avec un contrôle a posteriori. On voit également en Belgique aujourd'hui un glissement, et je prends cet exemple du professeur Montero, qui est doyen de la faculté de Namur, un glissement de l'application de la loi. La loi belge, elle disait au début qu'on pouvait bénéficier d'une euthanasie dans le cadre d'une maladie grave et incurable entraînant une souffrance. Il y a eu un glissement qui a consisté à considérer que la polypathologie des personnes âgées pouvait être une indication légitime à l'euthanasie. Et je ne peux que vous inciter à le dire, le dernier ouvrage du professeur Montero, qui a été, j'ai plus le titre, je pourrais vous le donner tout à l'heure, on pourra le montrer tout à l'heure, qui décrit parfaitement bien l'évolution de la loi en Belgique. Et on voit que cette loi en Belgique, finalement, c'est toujours aller plus loin. Je rappellerai qu'il y a eu 29 propositions depuis 2001 pour aller plus loin, que dernièrement, ils en sont à des discussions sur l'extension auprès des mineurs, qu'ils en sont à l'extension auprès des personnes âgées démentes. Et puis je ne peux pas ne pas souligner le dernier cas médiatique qui a été mis en évidence de cet homme qui, à la souffrance de sa transsexualité, a eu comme réponse la possibilité d'être euthanasié. Mais ce qui m'a surtout marqué, au-delà de ces dérives, mais qui sont finalement pas des dérives puisqu'elles ne sont pas pénalisées, donc ce ne sont que des conséquences de la loi, c'est qu'il y a surtout des points de vigilance qui n'ont pas été assez pris en compte. 3 points de vigilance. La compétence clinique. Est-ce qu'on est sûr que
Aucun patient n'a demandé l'euthanasie alors qu'il aurait pu être soulagé. Est-ce qu'on est sûr qu'aucun patient n'a demandé l'euthanasie parce qu'il souffrait? Eh bien non. Il y a probablement des patients qui ont demandé l'euthanasie alors qu'il y avait une réponse soignante pour les soulager. J'en reviens à la question. J'espère que l'euthanasie ne sera jamais la réponse à une forme d'incompétence. L'autre question, est-ce que les professionnels, est-ce que les malades sont parfaitement libres de leur choix? On en revient à la question de l'autonomie. Ma réponse est non. Le malade est peut-être libre, encore faut-il réfléchir sur cette question, mais est-ce que le médecin est libre? Est-ce qu'il y a une liberté de conscience de ne pas faire? On n'arrête pas de nous dire, oui, oui, vous aurez la liberté de conscience. Non. Erreur. Nous n'aurons jamais la liberté de conscience de faire ou de ne pas faire. Pourquoi? Parce que 10 ans après, certains médecins qui étaient opposés à l'euthanasie finissent par faire des actes d'euthanasie. Pourquoi? Parce que nous avons notre expérience, nous tous, qui savons que lorsque 10 patients viennent et expriment une demande de mort anticipée, 9 fois sur 10, 99 fois sur 100, nous allons trouver une réponse soignante. Encore faut-il que ces patients viennent. Encore faut-il qu'ils frappent à notre porte. Est-ce que certains professionnels se sont aperçus, ou leur crainte, c'était de dire, si nous nous opposons à l'euthanasie, alors aucune personne ne viendra frapper à notre porte. Parce que par définition, un malade qui arrive et qui nous demande l'euthanasie, il ne sait pas que peut-être dans 2-3 jours ou dans une semaine, il ne fera plus la demande. Et donc les médecins se sont dit, si on veut continuer à accueillir les patients qui font des demandes de mort anticipée, alors il faudra que nous sachions être en capacité d'aller jusqu'au bout d'une personne qui insisterait et qui resterait dans sa position de demande d'euthanasie. Et si bien que les collègues que j'ai rencontrés étaient dans ce dilemme. Est-ce que nous continuons à accueillir tout le monde en se disant que grâce à notre pratique soignante, nous allons pouvoir mettre en œuvre une démarche soignante pour accompagner une personne et faire en sorte qu'il arrive à vivre la fin de sa vie? Ou est-ce que nous fermons complètement les portes en disant que nous ne voulons pas effectuer d'euthanasie? C'est comme ça que je pense que cette liberté de conscience n'existe pas, car nous serons pris dans un dilemme éthique entre le refus de donner la mort et notre impossibilité de ne pas accueillir les personnes en situation de souffrance. Et finalement, je ne sais pas en Belgique, les services qui sont le plus en difficulté, est-ce que c'est les services qui finalement acceptent de faire un peu d'euthanasie dans une pratique soignante en se disant qu'après tout, c'est le moyen pour eux de répondre au maximum de souffrance? Ils souffrent de ça. Ou alors les services qui sont restés dans une position relativement fixe en disant qu'ils ne feraient pas d'euthanasie parce que là, les personnes qui persistent dans leur demande, elles sont transférées dans un autre établissement. Donc cette liberté des acteurs, à mon sens, n'existe pas. L'autre point, est-ce qu'on est sûr que les échanges collectifs ou individuels répondent aux critères de qualité d'une délibération éthique? Pas plus. Certes, de temps en temps, des patients rencontrent des professionnels de santé qui sont ouverts à la discussion, qui vont aborder l'ensemble des éléments important, et puis il y a des fois, on a très clairement l'impression qu'on est dans une relation extrêmement rapide, pour ne pas dire expéditive. Mais ce n'est pas encore ce qui m'a frappé. Ce qui m'a frappé, c'est qu'on est dans une modification profonde de l'idée que la société se fait de la mort. Au début, très légitimement, il me semble que nos collègues belges ont essayé de trouver une solution à des situations exceptionnelles. Mais de ces situations exceptionnelles, j'ai l'impression que c'est devenu un droit, en tout cas ils me l'ont exprimé comme ça, en disant un certain nombre de personnes disent « mais il a le droit de… » Ma mère qui est dans le coma a le droit à l'euthanasie. Pas tout à fait, c'est pas tout à fait ça dans les textes. Et puis, de cette question du droit, est-ce qu'on ne risque pas de tendre vers la norme? Dans le train de retour, j'ai été affolé à l'idée de penser que dans 10 ans, tout étudiant qui commencera ses études de médecine ou d'infirmière ou d'aide-soignante n'aura connu comme seul repère qu'un médecin peut donner la mort. À mon sens, le risque est là d'un véritable changement de normes et de repères fondamentaux pour nous, professionnels de santé. L'autre élément, c'est qu'aucune loi ne contient toutes les situations, et puis que finalement, nos collègues belges, ils essayent de bricoler avec. J'ai beaucoup de respect pour leur pratique, parce qu'un certain nombre de nos collègues essayent de faire le moins mal qu'ils peuvent avec la législation qu'ils ont. Alors, ce qui m'a rassuré quand même, c'est que la majorité des pays, finalement, copient la loi Leonetti et qu'il n'y a que 3-4 pays qui ont dépénalisé l'euthanasie quand des collègues suédois, allemands, italiens, argentins, japonais, je reçois plein de japonais, moi c'est sympa
d'être président de la SFAP. Même les Chinois aussi commencent à venir parce qu'ils regardent de façon attentive cette loi Leonetti. Et ça, c'est pas dit. C'est pas dit que le modèle que l'on a pris de cette loi qui nous questionne est un modèle qui est regardé au travers d'un certain nombre de pays. Et puis on a cette question du suicide assisté. Pour moi, c'est une vraie question. Pour moi, c'est la question. C'est la question parce qu'on va toucher à l'expression de la liberté du patient. Et on sait bien que les patients qui persistent dans leur demande, ils persistent surtout dans leur demande de vouloir anticiper une mort qu'ils redoutent avec des symptômes qu'ils n'ont parfois pas. C'est la situation que tu décris très bien. C'est la situation de ce film de Quelques heures de printemps où cette femme craint d'avoir des métastases cérébrales et pour éviter cette symptomatologie qu'elle n'a pas encore, elle demande à mourir. C'est une mort anticipée. Mais quelle est la place du soignant, du médecin, de traiter des symptômes qui n'existent pas encore? Ce sera ça la question du suicide assisté. C'est donc la véritable question de l'expression de la liberté. Et en aucun cas, elle ne touche à une mission soignante. Et on verra probablement tout à l'heure que c'est même probablement totalement l'opposé de cette mission soignante. Mais en tout cas, il me semble que c'est un débat qui mérite d'être au niveau de la société. Et c'est ce qu'a dit le rapport Sicard. Le rapport Sicard dit très clairement que les procédures étrangères sont peu ou pas satisfaisantes et que ça nécessiterait un engagement fort de l'État. Et comme président de la SFAP, j'ai demandé un jour au conseil d'administration de faire l'exercice d'écrire un texte. Très vite, on s'est arrêté. Non, on est allé au bout, mais alors, à la fin, ça devenait impossible. Qui, quand, comment, qui donne le médicament, et si ça ne marche pas? C'est-à-dire qu'on va rentrer dans des situations impossibles, dans la situation que tu décrivais, Eric, tout à l'heure. Qu'est-ce que l'on va faire un jour aux urgences où deux personnes arrivent, une qui ça fait une tentative de suicide comme on les a aujourd'hui par une souffrance psychique, psychiatrique, puis une autre qui a fait une tentative de suicide mais qui n'a pas marché dans le cadre d'une loi? Comment allons-nous, qui l'autoriserait, comment allons-nous gérer la situation? Enfin, je pense que le professeur Labbé nous dira tout à l'heure où en est la doctrine juridique sur cette question du suicide. Elle m'apparaît, moi, peu stabilisée, et donc elle nécessite probablement une explication. Alors, je ne vais pas insister pour dire, vous avez bien entendu, qu'une loi sur l'euthanasie, sur le suicide assisté, mais plus sur l'euthanasie, parce que je considère que le suicide assisté est une loi sociétale. J'ai du mal à imaginer quand même qu'on nous demande de faire le suicide assisté, même si un jour j'ai rencontré un sénateur et je lui ai dit « Mais pourquoi nous, monsieur le sénateur ?» Parce que il n'y a pas... Quelle compétence avons-nous, soignants, pour donner la mort? Et il m'a regardé et il m'a dit « Qui d'autre ?» J'ai dit « Monsieur le sénateur, avec tout le respect que je vous dois, pourquoi pas vous ?» Je lui ai dit « Parce qu'une chose sera sûre, c'est que vous ne serez jamais là pour l'application de la loi que vous aurez votée. » Il y a eu un petit blanc, mais un petit blanc de doute. Parce que je crois que la plupart des hommes politiques, quand on les rencontre en dehors des éléments médiatiques ou de posture, doutent sur cette question. Nous arrivons à les faire douter. Nous arrivons à les faire douter non pas par une position idéologique ou par une position posturale. Nous arrivons à les faire douter lorsque nous parlons du concret, du soin, de notre expérience. Là, ils doutent. Quand je lui dis qu'il n'y a aucune raison que ça soit médical pour donner la mort, il me regarde, mais je lui dis, mais vous savez qu'on a quand même inventé la pharmacie pour être sûr qu'il y ait un deuxième contrôle pour qu'on ne donne pas des poisons aux patients. Le principe du pharmacien, c'est de contrôler la prescription médicale en dernier recours. Donc là, je lui dis, pour vous donner un produit létal, il n'y a pas besoin de pharmacien, nous, on va être capable de vous donner un truc 100% de réussite. Alors, de temps en temps, il faut alléger le débat, donc je lui dis, j'espère que vous ne demandez pas à ce qu'il y ait un médecin en cas de risque d'allergie, quand même. Il faut un peu rire. Il m'a dit que non. Les malades, donc pourquoi est-ce qu'elle est inutile? Parce que nous savons tous que les malades veulent être avant tout soulagés par des équipes compétentes. C'est notre compétence qui va nous permettre de dire qu'il n'y a pas besoin de modifier la loi. Et c'est le terreau de l'incompétence, c'est le terreau des situations médiatiques où on sait qu'on aurait pu faire autrement, qui vont monter en haut des fils des journaux et qui vont faire le terreau d'un risque de législation.
On sait que le dispositif législatif nous convient, mais il est trop peu connu, trop peu appliqué. Est-ce une raison pour le modifier? Enfin, je me pose 3 questions. Sur la protection des personnes les plus vulnérables, pour moi, c'est la dangerosité la plus importante. C'est-à-dire qu'on va modifier le curseur. Et qu'en sera-t-il pour les personnes les plus vulnérables aujourd'hui? Effectivement, il y a des personnes qui expriment le désir de mourir, nous l'avons. La question qu'il faut se poser, c'est qui devons-nous écouter? Et osons dire peut-être que, même si nous entendons la personne qui exprime son désir de mort, il ne faut pas oublier d'entendre la personne vulnérable qui exprime son désir de vivre. C'est pour moi un geste impossible, contraire au principe fondamental du soin. C'est la base de la médecine, c'est la base de l'acte soignant, c'est la base de l'acte aide-soignant, c'est la base de l'acte du bénévolat qui sera remis profondément en cause. Enfin, c'est un renforcement paradoxal du pouvoir médical. À ceux qui demandent la liberté des patients et qui râlent sur le paternalisme médical, ils proposent un dispositif qui, à mon sens, au contraire, renforce ce pouvoir médical. Alors, comment faire avec ce débat? Je ne sais pas de quoi va être fait demain, mais je vous incite à ne pas vous laisser emporter par ce débat sur l'euthanasie ou sur le suicide assisté. Ne focalisons pas toute notre attention sur cette question. Focalisons d'abord notre attention sur nos pratiques. Et la proposition que le conseil d'administration de l'ASFAP et que j'essaye de défendre, c'est d'aller vers une véritable politique de la fin de vie. La réponse ne sera pas à la souffrance soignant, la réponse aux inquiétudes du rapport Sicard, ce n'est pas de modifier la loi, c'est d'améliorer les pratiques. C'est-à-dire déjà, par exemple, d'atteindre tous les objectifs du programme 2008-2012. Il y a eu des efforts de fait, mais nous avons encore des efforts à faire sur les bonnes pratiques, sur les recommandations de bonnes pratiques. Nous avons encore des efforts à faire sur les situations que j'appellerais de long mourir, toutes les situations que l'on connaît de personnes qui, par exemple, sont dans des comas profonds. Et puis, est-ce qu'on ne pourrait pas réfléchir sur le financement? Alors, quand je parle du financement, je parle du financement lié à l'acharnement thérapeutique. On nous dit qu'il n'y a pas d'argent. Un jour, j'ai entendu un chirurgien renommé qui me dit « Oh, j'ai fait un changement de valve endovasculaire chez cette personne de 90 ans, c'était inutile. » Je lui ai dit « Ça t'a coûté combien ?» 45 000 €. 45 000 €, c'est une infirmière la nuit dans une EHPAD pendant 1 an. Vous avez des greffes inutiles, ou des chimiothérapies qui peuvent coûter 200, 300 000 €. Là, c'est 3-4 infirmières de nuit. La question, elle est de savoir comment aujourd'hui on veut redistribuer ce bien précieux qu'est la santé. Comment on veut réfléchir autour de cette question de l'acharnement thérapeutique. C'est un vrai débat politique au sens noble du terme. Je pense que nous allons être peut-être un petit peu entendus déjà sur l'acte réflexif, c'est-à-dire que nous allons peut-être arriver à financer un peu la réflexion et non pas simplement l'acte. Parce que la tarification à l'activité tend à la production d'actes. Et puis, est-ce qu'on ne pourrait pas réfléchir aussi sur des éléments pour essayer d'évaluer l'acharnement thérapeutique? Je disais hier dans un service, au dîner, est-ce qu'on ne pourrait pas comparer par exemple 2 services de pneumologie? Moi je suis pneumologue, et puis dans un service chez les patients, 5 jours avant leur décès, il y a 10% de patients qui ont une radio, dans un autre, 80% ont une radio. L'idée n'est pas de dire s'il en faut 10 ou 80, mais il y a des pratiques qui sont discordantes. Et est-ce que celui qui est le plus proche des pratiques qui évite l'acharnement thérapeutique ne pourrait pas avoir un soutien particulier? Il faudra aussi, c'est le deuxième axe du plan, de ce qu'on imagine, un effort particulier sur le domicile et le secteur médico-social. Il y a une priorité là-dessus. Je passe rapidement pour définir une politique d'information du grand public. Alors là, qu'est-ce qu'on a du mal à se faire entendre? Les antibiotiques, ce n'est pas systématique, ça tout le monde le sait. Il y a une grande campagne sur l'AVC. Mais alors, vouloir parler de la mort, je les vois tous fondre devant moi. Et alors, quand je dis qu'on pourrait même évoquer la question de la mort dans les écoles, alors là, on ne me répond même pas. Je crois que quand je dis qu'on peut parler de la mort avec les enfants, que je leur dis que j'ai une fille, ils la plaignent. Ils vont lui payer un psychologue pendant plusieurs années. Mais là, on touche à ce que je disais tout à l'heure, à ce paradoxe, à ce déni de la mort, à l'idée qu'on ne va pas l'évoquer et qu'un des moyens de maîtriser cette mort, c'est de la provoquer. C'est-à-dire que cette volonté de maîtrise, je la vois dans les deux sens, à la fois dans l'acharnement thérapeutique et une autre réponse de la maîtrise,
pour qu'elle n'existe plus, c'est de la provoquer. Un dernier élément, ça serait d'accompagner et d'évaluer des mesures nouvelles. Il y a des pistes sur les directives anticipées, il y a des pistes sur la procédure collégiale et il y a des pistes sur la sédation. Petit point de la position de l'ASFAP sur la sédation. Nous considérons à l'ASFAP que nous avons aujourd'hui tous les éléments pour que la sédation soit correctement mise en œuvre. Il y a eu des recommandations de bonnes pratiques qui ont été publiées il y a quelques années, en particulier Donatien, qui en a fait partie. Et puis nous avons l'article 37 du Code de déontologie. Pour faire simple, il suffit d'appliquer les textes qui existent. Oui, il y a des recommandations de bonnes pratiques pour la sédation en phase terminale. Et battons-nous contre l'expression de la sédation terminale qui consisterait à faire de Canada Dry de l'euthanasie. Probablement qu'il nous faut développer un effort pédagogique intense autour de nos bonnes pratiques, qu'il nous faut expliquer par des exemples simples que la sédation est un acte de soin qui vise à soulager le patient, mais en aucun cas à provoquer la mort. Enfin, une dernière piste, mais que nous intégrons complètement à ce programme, à cette politique, c'est d'accompagner le débat public proposé par le CCNE. J'ai la triste impression que le législateur ou le politique voudrait de nouveau clore le débat avec les débats citoyens. Ils ont cru pouvoir clore le débat avec le rapport Sicard, ils ont cru pouvoir clore le débat avec le CCNE. Manque de peau, ça n'a rien clôturé. Et là, ils se disent, on va réunir 20 personnes, on va les enfermer, et ils vont nous donner la réponse. Non. J'essaye de dire que, quelles que soient les décisions qui seront prises par le législateur, le débat public autour de la fin de vie continuera. Est-ce que nous sommes suffisamment mûrs pour penser ce débat public dans la continuité et dans la longueur? Et pas simplement à vouloir dire on va faire un rapport et on va avoir quelques citoyens, quelques personnes qui vont nous dire que faire et on va clore le débat. Et en gros, non seulement on va clore le débat sur la fin de vie, mais on va clore le débat sur la mort. Alors, qu'est-ce qui va en être demain? Je vous ai dit que je ne savais pas. Il semble, d'après les dernières indiscrétions, qu'il n'y aurait rien dans la précipitation du prochain semestre. 2014, on devrait peut-être être un peu tranquille. Mais il y a une volonté politique qui existe chez certains de vouloir écrire une loi quand même autour du suicide assisté. Cette volonté existe, elle n'est pas partagée par tout le champ politique, elle n'est pas partagée par tous les services des ministères. Je perçois de plus en plus un véritable débat au sein du champ politique sur cette question. Nous avons, et je crois que nous avons progressé sur le débat, et nous avons, nous tous, par nos pratiques, par nos témoignages, par tous les débats qui sont organisés, instillé du doute. Et je crois que, je sais que beaucoup de personnes d'entre vous participent très régulièrement à des débats. Continuez à aller témoigner, même s'il y a 10 personnes, même s'il y a 15 personnes. C'est fondamental que nous puissions continuer à témoigner. Nous ne sommes pas dans l'idéologie, nous sommes dans le témoignage soignant qui montre que les réponses que nous apportons sont des réponses qui soulagent les patients. Et en conclusion, j'ai envie de dire que compte tenu de la complexité des situations cliniques et de la pluralité des demandes ou repères de nos contemporains, je ne suis pas sûr qu'il puisse exister de système juridique qui conviendrait à tous. Et je vous laisserai, monsieur l'abbé, le soin de répondre à cette simple question, j'imagine, pour vous. Le cadre actuel ne convient pas aux personnes qui souhaitent que les médecins puissent réaliser des euthanasies. La dépénalisation ou la légalisation de l'euthanasie apparaît inadaptée et potentiellement dangereuse à la plupart des soignants. Quant à la question du suicide assisté, je l'ai abordée un tout petit peu, mais elle est peu évoquée dans le débat actuel et je suis ravi qu'elle soit au cœur de nos échanges aujourd'hui. Je disais à Éric Fossier que c'est probablement une des premières fois qu'il y a un colloque entier en France qui concerne cette question du suicide assisté. Et dans ce contexte, je ne pense pas qu'il peut y avoir de réponse binaire entre dépénaliser l'euthanasie ou le suicide assisté. Peut-être que la sagesse serait de reconnaître qu'il n'existerait pas de système juridique qui permettrait de couvrir complètement l'ensemble des problématiques posées par la fin de vie.
Continuer à chercher des pistes d'amélioration de la loi actuelle qui porte, selon moi, sa propre cohérence, viserait à garder le juste équilibre proposé par le dispositif français sans franchir le pas d'une loi qui dépénaliserait l'homicide. L'objectif d'une société n'est, à mon avis, pas forcément de s'attribuer des nouveaux pouvoirs. Elle est plutôt, à mon sens, dans la capacité à mettre en œuvre une présence solidaire et efficace, ainsi qu'un accompagnement respectueux lorsqu'un de ses membres est confronté à la mort. Je vous remercie.